Allez, on est de retour ici sur le plateau. Place maintenant à notre séquence consacrée à notre invité David. Alors, je parlais tout à l'heure de multiples casquettes, David. On va revenir tranquillement et rapidement sur le passé quand même un peu. Jockey de plat et d'obstacles pendant de très longues années. Vous avez connu une carrière avec des hauts et des bas, comme beaucoup d'ailleurs. En temps de scie, oui, on peut le dire. Ouais. Mais oui, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais pour moi, c'est un peu le problème du sportif. Enfin, le plus longtemps à ce jeu-là, c'est qu'il faut durer. Donc, c'est ce qui est le plus compliqué. Ça a été pour vous quand même. Oui. Hein, oui, ça va quand même. Pas été trop mal. Vous avez commencé en plat? J'ai commencé en plat, oui. Avec Tony Claude, c'est ça? Oui, Chez Tony Claude. apprenti chez Tony. Directement à Paris, du coup? Oui. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. J'arrivais de ma province nantaise. J'avais appris à monter à cheval chez René Lecomte. Un petit peu chez Yannick Fertillet aussi. J'ai fait un peu de plat, un peu d'obstacles, puis j'ai intégré l'école. Voilà. Parce que vous êtes quand même, je ne l'ai pas dit, mais un enfant du sérail. Hein. C'est aussi pour ça que les courses étaient importantes. Et donc ça se passe plutôt bien en plat? Oui, ça se passe bien. Ouais. Vous enchaînez, tranquille? J'enchaîne, ouais. J'ai un peu de mal à démarrer, mais une fois que ça avait démarré, ça a bien démarré. Ok, vous allez gagner une course qui... On a des images, tiens, je ne vais pas dire quelle course c'était. J'ai des images à vous montrer. D'une de vos courses, j'ai quand même pris la machine à remonter le temps. Vous vous souvenez de cette course ou pas? Ça vous dit quelque chose? Oui, il me semble que c'est le cadran. Et c'est San Sébastien. C'est ça. C'est votre premier groupe 1? Oui. On est en 2000, le week-end de l'Arc, bien sûr. Oui. D'ailleurs, c'était marrant, c'est parce que c'était pas pour un entraîneur français, c'était pour John Dunlop. Vous regardez parfois vos courses? Non, pas vraiment. Non? Vous ne regardez pas dans le raid? Alors, à une époque, peut-être, parce que comme je continuais à monter, je voulais voir un peu comment ça s'était passé ou comment on fait, enfin, rafraîchir 2-3 trucs. Là, je vous avouerai que non, il y a très longtemps que je n'ai pas vu une course. Donc, vous avez gagné groupe 1 et malgré tout, il y a une période un peu creuse? Oui, la période un peu creuse, c'était avant. Avant celle-ci? C'était avant, oui. Mais oui, parce que fin d'apprentissage, perte de décharge. Je change d'entraîneur, ça se passe pas trop mal. Finalement, je suis remercié. Et là, ça a été compliqué. Mais donc j'ai rebondi différemment. Vous êtes passé jockey d'obstacles, pour quelle raison? Justement parce que... C'était votre façon de rebondir? C'était ça en fait. Le petit avantage, je savais que je pouvais monter en obstacle puisque j'avais appris à sauter les chevaux, j'avais 11-12 ans, donc j'avais bien aimé, enfin j'aimais bien. Et je me suis dit que si je voulais revenir au haut niveau, il fallait que je repasse par là. Et c'est un pari réussi, parce qu'en fait, en très peu de temps, à l'image un peu d'un Jean-Bernard Heckem ou un peu... Alors Vincent Cheminot l'a fait différemment, parce qu'il est commencé en obstacle, mais finalement, il y a très peu de profils qu'on réussit comme ça, par l'obstacle, à retrouver un très bon niveau dans les deux disciplines. Jean-Bernard Heckem, je crois que c'est les deux, hein, David Boniol, Jean-Bernard Heckem. On ne doit pas être beaucoup à avoir gagné des groupes la même année en plat et en obstacle, c'est sûr. Vincent Cheminot doit être le troisième. Vincent Cheminot, mais lui, c'était le chemin par rapport à la référence différent. Et après, vous allez, je pense, le cheval de votre carrière, c'est Marchand d'Or, donc c'est bien après, mais c'est lui le cheval de votre carrière? C'est dans la suite, oui. Enfin, le cheval de ma carrière, je ne sais pas, mais parce qu'il y en a plein qui m'ont marqué, mais je veux dire, un cheval comme Palaiso, quand je gagne le grand steeple d'Anguin, puis la grande course de Printemps d'Auteuil, lui m'a fait du bien aussi, parce que justement, il faisait partie du rebond. Après Marchand d'Or, c'est top parce que c'est un cheval qui a été sur la longévité en plus. Je veux dire, c'était pas un one shot, ça a duré 4-5 ans. Et ça, fatalement, ça marque. Surtout que c'était un sprinter. Vous avez été en Angleterre, défier les Anglais. On le sait, le sprint, c'est pas notre sport à la base. Hein. Non, mais ce cheval-là, il a eu un parcours extrêmement particulier. Si très atypique. Il a réclamé dans une sorte de jougou-là.
Et ensuite, pendant 4 ans, il a quasiment gagné des groupes quasiment tous les ans, et notamment plusieurs fois le Maurice de Guest. Ouais, et puis c'était un cheval qui avait du caractère, enfin c'était un vrai cheval de course, quoi. Mais après, l'écart entre le très bon cheval et le cheval normal, il se fait beaucoup au niveau caractère, au niveau est-ce que le cheval donne tout ce qu'il a et pendant combien de temps. Est-ce qu'il va durer dans la longévité, le physique parle, le fait de prendre en maturité. Donc, tout est possible, quoi. Alors voilà, la une du Racing Post, il a d'ailleurs été sacré là-bas en Angleterre. C'était jamais vu un sprinter sacré au, comment ça s'appelle, Cartier Awards. Oui. C'est ça, à l'année de Zarkava également. Ouais. Il a été élu, ce marchand d'or. C'était quoi sa petite particularité en course? Il y avait quelque chose à comprendre avec lui en particulier? Oui, il fallait comprendre que justement, il fallait qu'il respire. D'accord, voilà. Alors, parce qu'au début de sa carrière, c'est un cheval qui avait beaucoup de vitesse. Hein. Si on me demandait de partir, je pouvais être plus rapide qu'un Américain qui courait 800 mètres. Donc, mais bon, sans respirer, en apnée, au bout d'un moment, c'est pas possible. Ouais, ça marche pas. Vous allez mettre un terme à votre carrière avec un magnifique palmarès, 13 groupes 1, plus de 1000 succès plat, obstacles en France, hein, et aussi les courses à l'étranger. Qu'allez-vous faire après? Après, j'ai eu un petit... Je suis retombé dans un coup de dent un peu creux. Ouais, j'ai eu un peu de mal à absorber tout ça. L'arrêt de carrière, ouais. C'est dur, on n'en parle pas assez, mais c'est vous avez tout dit, on n'en parle pas assez. Non. Tellement dur. C'est le sportif de très haut niveau. Hein. Enfin, c'est moralement, le changement de quotidien, c'est ça? Tout s'arrête, quoi. Et l'adrénaline quotidienne, j'imagine. Alors, l'adrénaline, le milieu dans lequel vous vivez, parce que on croise plus les mêmes personnes. Déjà, enfin, c'est pas qu'on croise plus les mêmes personnes, on croise plus les personnes. Ouais, c'est ça. Tomber dans l'anonymat, quoi. Il n'y a plus de téléphone qui sonne. Hein. Enfin, je veux dire, tout s'arrête. Alors, pendant quelques jours ou quelques semaines, on se repose quand même parce que c'est du boulot. Mais rapidement, il vous manque un truc. Du coup, c'est difficile. Vous partez à l'étranger? Ouais, je pars à l'étranger. J'avais eu aussi un petit souci physique, qui a fait que justement j'ai arrêté. Mais parce que je pense que j'aurais continué beaucoup plus longtemps. Pour me prouver un peu, vous savez, quand je suis un peu têtu, et pour me prouver que physiquement ça allait, je me suis inscrit dans une école, je suis retourné à l'école. Courageux, hein. Pour passer une licence de professeur sportif. Et je l'ai eu, puis je suis rentré. Enfin, je l'ai sur le papier, et j'ai pas ouvert demain une école de sport. Bon, je sais que je peux le faire, mais c'est pas ce que je voulais, enfin... Et du coup, aujourd'hui, vous êtes entraîneur, ça vous sert, ça? Ça me sert un peu, oui, parce que, bon, moi, j'ai toujours été très sportif dès le démarrage. Donc, pour moi, c'est très lié. Le cheval de course, c'est un athlète. Tout comme le jockey, d'ailleurs. Donc, il faut que deux athlètes, ensemble, soient en pleine forme. Et moralement, et mentalement, physiquement. Donc, bien sûr que ça sert, parce que un cheval s'entraîne pas comme un être humain, mais on n'est pas loin, quoi. Vous êtes installé entraîneur l'année dernière, septembre 2024. Comment ça se passe? C'est compliqué, j'imagine, quand on est sorti un peu du circuit? Alors, entre-temps, justement, donc j'étais agent de jockey. C'est comme ça que je suis revenu dans le biais du système. Ouais. Et puis après... Racing manager, ça j'ai... Ouais, racing manager et en même temps courtier. Ouais. En même temps d'être racing manager, parce que... Mais il a fallu que j'apprenne ça aussi, parce que entre monter les chevaux, voir les chevaux plus âgés et les acheter bébés yearling, faut quand même... Ouais, c'est un métier. Il faut quand même un œil assez aiguisé. Et puis... donc j'ai pris des cours aussi. Voilà, j'ai eu un professeur. Et donc je l'ai suivi partout. Et puis j'ai essayé d'apprendre. Et puis donc j'ai fait un peu tout ça en même temps. Jusqu'à l'été dernier, en fait, où j'ai passé ma licence d'entraîneur. Vous avez combien de chevaux, là? 8, 7, 8. 7, 8 ouais.
Vous allez vous fixer des objectifs? Comment vous allez gérer tout ça? Oui, alors moi je sais ce que j'ai envie. J'ai des objectifs, bien sûr. Parce que je pense que on peut pas faire ça comme ça en se disant tiens, je prends la route, je sais pas où je vais, quoi. Mais voilà, on va voir si ça fonctionne.